Table ronde 2, avec un micro à la main pour chacun, parce qu'on va la faire un peu différemment. Là, vous pouvez prendre la parole dès que vous le souhaitez, pour échanger, sous forme de débat aussi. Et je pense que ça va débattre. Depuis le 1er juillet dernier, eh bien, les nouvelles dispositions réglementaires sont entrées en action, visant notamment à développer le recyclage, à valoriser les déchets, à renforcer la lutte contre le dépôt sauvage. Il y a la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, l'AGEC, qui entend encore accélérer le changement de modèle de production et de consommation. Et puis il y a aussi la REP. Mais qu'est-ce que c'est que la REP ? Eh bien, on vous a posé la question. Regardez. La REP ? Aucune idée. Et ben voilà. C'est une très bonne question. La REP ? Aucune idée. Pour moi, ça serait le régiment étranger parachutiste. Est-ce que vous savez ce qu'est la REP ? Non. Désolé. La REP, ça parle des déchets, je crois. C'est une révolution pour demain en matière de retraitement des déchets, une taxe sur les déchets, sur tout ce qu'on achète dans le bâtiment qui va permettre de retraiter et de revaloriser tous les déchets du bâtiment. Eh oui, hein, on fait bien d'en parler, je crois. La REP, Olivier. Alors, est-ce qu'on a quand même eu des bonnes réponses ? Ça s'est approché, on va dire. Ouais. Ça s'est approché. Alors, bon, effectivement, je représente Fédérec, la fédération des entreprises du recyclage. Donc, nous, notre métier, c'est collecter des déchets, de préférence du bâtiment. Donc, chez Fédérec, on sait que la poubelle, ça vient d'Eugène Poubelle, avant le début du siècle. Et donc, je confirme au président Saleron et Chabran que la REP, ça ne vient pas de Johnny Rep, le footballeur, mais que c'est bien un acronyme qui veut dire responsabilité élargie aux producteurs. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'un producteur, un constructeur va créer un produit. En créant ce produit, donc il va le vendre, il y aura une écotaxe, apprenez bien ce mot aussi, qui existe déjà hein, quand vous achetez un téléviseur, des choses comme ça, ou des meubles. Donc cette écotaxe sera mise de côté, sera confiée à un éco-organisme. Ensuite, ce produit va vivre, et lorsqu'il deviendra déchet, c'est-à-dire qu'il ne servira plus et vous voudrez vous en débarrasser, cette écotaxe servira à payer le traitement de ces déchets pour que, et c'est ce qui est nouveau aujourd'hui, quand sur un chantier vous avez des déchets, vous payez pour ces déchets. Demain, vous ne paierez plus puisque ça sera financé par cette écotaxe. Donc la responsabilité élargie aux producteurs, ça veut dire que les producteurs sont sensibilisés à mettre en place un système administratif et financier pour qu'il y ait, il l'espère, le gouvernement l'espère, un bouleversement dans le traitement des déchets. Avec plus de responsabilité aussi. Ça veut dire aussi qu'il faut trier après ou pas ? Alors, donc, tout ça, à quoi ça sert ? Bah oui. Bon, et comment ça marche, comme disait un célèbre présentateur. Donc, effectivement, le but, c'est de minimiser les déchets, puisque la maison brûle, donc il faut absolument réduire nos déchets. On est dans l'incantation depuis des années, et le gouvernement a décidé de passer à l'action en touchant par du législatif et par du porte-monnaie. Donc il s'est dit une meilleure manière d'inciter à trier, c'est de rendre le déchet gratuit, mais bien sûr sous condition, sinon ça serait trop beau. Alors ça va être quoi la condition ? Ça va être qu'il va falloir se remettre profondément en cause, puisque ça sera gratuit si c'est bien trié. Et alors là, on rentre dans un monde intéressant pour les entreprises du bâtiment qui, elles, sont là pour construire ou démolir, puisque la REP touche autant la construction que la démolition et la rénovation lourde. Et donc, il va falloir trier sur les chantiers. Ce que vous faites, bien sûr, depuis des années. Vous connaissez tous le 5 flux par cœur. Vous avez de multiples bennes sur vos chantiers et vous savez ce que c'est qu'un SOGED. Sauf que, maintenant, pour que vos déchets soient gratuits, alors que de toute façon, vous allez payer cette écotaxe au début, donc pour ne pas payer deux fois, il va falloir vraiment trier. Et c'est là qu'une sorte de révolution va malgré tout arriver dans les entreprises du bâtiment et les gestionnaires du déchet aussi. C'est qu'il va falloir que ce tri soit réel,
avec 7 flux, c'est la base de la REP, je vais revenir à ces fameux 7 flux, et aussi de manière impeccable. Alors impeccable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à aujourd'hui, une benne d'inerte, par exemple, c'est le plus simple pour vous tous, c'est une benne où on va avoir donc un inerte, c'est-à-dire un produit qui ne bouge pas avec le temps et où on va avoir donc des bouts de béton, des bouts de cailloux, du sable, des briques, des tuiles. Mais on y trouve aussi de temps en temps 2-3 gobelets, 2-3 canettes, et puis si bon, un petit bout de bois, un petit bout de ceci et un bout de cela. Il faut savoir que les REP, ça existe aujourd'hui déjà, donc comme je vous disais, sur vos téléviseurs, sur vos électroménagers, mais aussi sur le mobilier. Et donc dans mon activité professionnelle, je travaille déjà donc pour la REP Éco-Mobilier, où lorsque vous avez sur une benne de 30 mètres cubes, donc vous visionnez à peu près 30 mètres cubes de bois, s'il y a un bout de plastique de plus de 15 cm, la benne est refusée et il y a une amende de 1 000 €. Donc vous voyez que là, ça ne va plus rigoler du tout de la même manière et il va y avoir une remise en cause soit organisationnelle, soit dogmatique, mais une remise en cause nécessaire pour qu'on atteigne ces objectifs. Mais justement, pour comprendre un petit peu déjà ce qui se passe en ce moment et ce qui attend aussi nos entrepreneurs avec la REP, on est allé rencontrer Pierre-Jacques sur un chantier, hein, nos deux Christophe Rosanvallon et Christophe Neve, et on va regarder ça en images. Je vous laisse lancer le magnéto. Allez, magnéto, Serge. Vous voyez derrière moi un chantier à proximité d'une route dans lequel il faut que l'on gère les déchets produits par les entreprises. Nous devons faire un tri nécessaire avant que cela reparte vers les filières de revalorisation. Aujourd'hui, pour répondre aux normes actuelles, nous mettons à disposition 2 bennes. Une pour les matériaux que l'on peut valoriser et une pour les matériaux dits non valorisables. Mais demain, avec la REP, nous devrons mettre 7 bennes. Depuis très longtemps, nous nous efforçons de trier les déchets de chantier, mais cette nouvelle réglementation qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022 nous paraît aujourd'hui irréalisable. Vous pouvez voir ici des déchets du charpentier, du plombier, du plaquiste et de l'électricien. Demain, chaque entreprise devra trier sur le chantier l'ensemble de ces déchets. Autre exemple ici sur un chantier en plein cœur de Briançon. Nous devons aussi intégrer des espaces de stockage, de livraison de matériaux et de véhicules de chantier. Comment faire dans un espace si réduit ? Comment faire ? Monsieur Saleron, je me tourne vers vous. Les contraintes sont réelles, on vient de voir, hein, manque de place pour les bennes, problème de tri. Qu'est-ce que vous pouvez répondre compte tenu de ces enjeux à Pierre-Jacques et puis à vos adhérents? Alors, c'est vrai que Pierre-Jacques, l'affirmation est forte. Hein. Aujourd'hui, c'est irréalisable. Je dirais oui, mais à la française. Vous savez, c'est toujours oui, mais il y a toujours quelque chose derrière. Si on veut que le bâtiment, justement, évolue, et cette force d'attractivité et cette vertu écologique, et en tout cas aille dans le sens du progrès, il va falloir qu'on change quelques habitudes. Alors oui, aujourd'hui, oui, il faut le dire, l'organisation de nos chantiers n'est pas prévue pour avoir 5 et demain 7 bennes, évidemment. On l'a vu sur ce chantier-là, c'est peut-être difficile. Il y a bennes et bennes, il y a peut-être aussi des déchets qui méritent peut-être des bennes un petit peu plus petites. Peut-être qu'il y a des choses ou des containers qui n'ont pas encore été inventés ou des systèmes qui n'ont pas été inventés, des systèmes de rotation, etc., etc. Et c'est pour ça que la REP est faite. Puisque tout ce qu'on paye aujourd'hui dans les comptes pro rata, il faut le dire, vous l'avez dit tout à l'heure, si c'est des déchets revalorisés comme le bois, comme l'acier ou le cuivre, bon, on ne les jette pas souvent. Et si malheureusement il y a un seul pot de peinture à l'intérieur, ou un petit bout d'amiante, ça c'est une autre problématique, eh bien cette benne, au lieu de coûter, j'exagère, 500 €, elle en vaudra 3000. Donc il faut qu'on fasse vraiment une prise de conscience
à l'intérieur du bâtiment, nous avons des organisations à mettre en place. Nous avons une organisation qui monte très très fort sur tous les types d'entreprises, et je le dis bien, du gros major à l'ETI, à la PME et à l'artisan, qui s'appelle le Lean Entreprise, l'organisation gérer mieux non seulement ses déchets, ses approvisionnements, ses stockages, son temps d'intervention. Nous avons des méthodes. Aujourd'hui, oui, il va falloir accélérer tout ça. On en parlait tout à l'heure avec la numérisation. Et malheureusement, je dis un petit peu comme beaucoup de choses en France, c'est malheureusement, je le dis, grâce à l'obligation, à cause de l'obligation faite par le gouvernement, les gouvernements successifs, avec lesquels, il faut dire, nous avons travaillé sur la REP. Ça fait depuis 2014 que la FFB est fortement impliquée et d'ailleurs est fortement reconnue, d'abord avec Brune Poisson aussi, maintenant avec Barbara Pompili et Emmanuel Vargon. Là-dessus, oui, il va falloir changer parce qu'une obligation va nous obliger à être bien meilleurs et beaucoup plus vertueux. Je suis d'accord avec toi, aujourd'hui c'est extrêmement difficile, il va falloir qu'on évolue très vite. Oui, tout à fait. Mais bon, on va dire que pendant l'année 2020, donc on a eu une augmentation très importante du coût des matières premières. Donc c'est vrai que je pense que dans la salle, on n'est plus à 5%. C'est ça ce que ça représente ? À peu près l'augmentation de liée à la REP. Le coût de la REP, effectivement. Les matériaux, aujourd'hui, ce qui est prévu pour les éco-organismes, c'est qu'ils mettent une écotaxe d'environ 5% sur le prix des matériaux, sachant que le coût de ce coût nouveau de traitement de déchets va être une augmentation globale de 2 milliards par an. Eh bien, les déchets, c'est comme bâtir plus durable, ça va coûter cher. Donc il faut que les enveloppes soient en adéquation, c'est clair. C'est bien annoncé avant, donc il va falloir que dans le public, dans le privé, même si on sait très bien que les budgets sont ultra limités, il va falloir que ça évolue. Et au 1er janvier 2022. Alors ça, c'est un petit peu normal. Les éco-organismes vont devoir se faire la trésorerie, donc ils vont commencer par récolter l'écotaxe qui sera mise en place à partir du 1er janvier 2022 pour ensuite réussir à mettre en place le coût et le traitement de ces déchets courant 2022. Normalement, au début, tout devait être prévu le 1er janvier 2022. Nous avons réussi à infléchir un petit peu ces délais, ces dates-là, que ce soit progressif. Et qu'avant qu'il y ait... Alors c'est vrai que ce 5% est important, il nous paraît trop important. Et nous espérons que dès la première année, la deuxième année, ce coût soit diminué pour revenir à quelque chose de très précis. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on ne connaît pas exactement le coût. Alors Pierre Leroy, vous aimez regarder le verre à moitié plein. Et justement, vous avez un exemple vertueux à nous partager à ce sujet. Oui, donc merci pour l'invitation. Une première chose, l'ouvrage qui est publié cette semaine s'appelle « Passage délicat ». Très clairement, nous sommes dans un passage délicat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on s'organise, qu'on anticipe pour ne pas subir. Et le temps nous est compté. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Donc le faire ensemble, évidemment, est indispensable. Vous avez vu les résultats du GIEC début août. De toute façon, aller vers le décarboné n'est pas un choix. Aujourd'hui, c'est déterminant, parce que si on veut que la situation, de toute façon, ne sera pas... Elle est irréversible en quelque sorte, et chaque jour qui compte est un jour important. Donc en fait, on a déjà un petit peu vécu ça, et les élus qui sont dans la salle sont déjà au courant, parce qu'il y a eu une loi qui a été passée avec la redevance spéciale, qui donc imposait aux collectivités de facturer au monde de l'entreprise le véritable coût de ces déchets. Sur le Briançonnais, quand j'étais vice-président de la communauté de communes sur ce sujet-là, en 2009, nous avons imposé cette redevance spéciale. Et je me souviens d'un épisode difficile où un chef d'entreprise me dit « Vous êtes bien gentil, mais à cause de vous, je vais licencier du personnel. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Parce que vous m'envoyez une facture de 60 000 €, alors que préalablement, je payais quelques milliers d'euros de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Et là, comme vous comptabilisez le véritable coût des déchets que je produis, ça passe à 60 000. Alors là, vous imaginez la situation. Donc en effet, on a déchiré le devis, parce que ce n'était pas une facture, c'était un devis, et puis on lui a dit, vous avez 4 mois. On va vous accompagner, on va tout faire que pour, dans les 4 mois, vous tentiez de baisser le tonnage d'ordures ménagères. Donc 4 mois, c'est court, vous imaginez. Sauf qu'en 4 mois, c'était plus 60 000 €, c'était plus 50 000, c'était plus 40 000, c'était plus 30 000. C'était 24 000 €. Il a fait un boulot phénoménal sur son entreprise, il a revu les pratiques, il est passé à 24 000 €. Aujourd'hui, il est à 0, parce qu'il ne lui restait que du déchet alimentaire. Il a investi dans un biodigesteur, et aujourd'hui, c'est un outil de communication sur son établissement, en disant, voilà, on est vertueux,
Et on a réussi quelque chose d'exceptionnel sur le territoire. Donc voilà, je ne nie pas tous les efforts considérables qui ont été faits. Et c'est vrai qu'on est tous pris à la gorge, parce que les élus qui sont dans la salle savent aussi que, par exemple, la TGAP, cette taxe sur les produits polluants, qui était à 15 € dans les années 2008-2009, elle va passer à 58 € la tonne pour les collectivités. Donc on est aussi pris à la gorge. Et après, on peut en discuter, on en a discuté avec notre député à l'époque, hein, mais c'est des vrais sujets. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive ensemble, et d'ailleurs, on est des montagnards, hein, donc on sait ce que c'est, hein, de s'encorder, de se cramponner, d'essayer de voir ceux qui sont les plus fragiles, et d'essayer de les encourager pour passer le cap. On est dans un passage délicat, c'est très clair, on peut résister, mais étant donné le contexte global, vous avez compris qu'on n'a pas trop le choix d'avancer. Alors essayons d'avancer ensemble. Tout à l'heure, c'est ce qui a été dit avec ma collègue élue à Gap. Hein. Très clairement, nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec les citoyens, avec le monde de l'entreprise, et donc les élus, pour essayer d'arriver à ce que ça soit le moins impactant possible, étant donné les enjeux. C'est ce qu'on veut, ça veut dire que ce n'est pas encore trop mis en place. On a du mal à se comprendre, à parler le même langage. Je pense que dans les Hautes-Alpes, je trouve que ça évolue plutôt très favorablement sur le fait de travailler plus sur ce qui nous rapproche que sur ce qui nous divise. Et en tout cas, moi, ça a été depuis 12 ans en tant qu'élu mon objectif. C'est de travailler avec des élus qui ont une vision du monde qui parfois est totalement différente de la mienne, et pour autant, on arrive à des résultats qui sont étonnants parce qu'on a décidé de faire ensemble, parce que derrière, il y a des citoyens, il y a un territoire qui a besoin de nous. On est attendu sur ce sujet-là. Et il ne faut pas qu'on se loupe. Et le monde de l'entreprise, quelque part, il n'est pas mieux que les élus sur les clivages. Donc moi, c'est un petit peu le message que j'ai envie de donner à tout le monde. Il faut qu'on se serre les coudes et en effet qu'on travaille ensemble parce qu'on est attendu, il y a des enjeux, il y a des échéances sur lesquelles il faut qu'on soit opérationnel. On ouvre le débat là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement, je ne sais pas, avec cette REP ou... Alors c'est très bien le discours que je viens de tenir. Évidemment, pour la FFB nationale, c'est de voir toujours le coup d'après, beaucoup plus loin. La rénovation énergétique, le construire plus durable, le traitement des déchets. Tout ça, c'est très bien. Se serrer les coudes entre élus, décideurs, bâtisseurs, nous, la filière construction, oui. Sauf que depuis 1 an et demi, on a l'impression que ceux qui se serrent les coudes, c'est les entrepreneurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu bénéficié de dizaines de milliards spécifiques comme d'autres secteurs, mais on a repris, on a été d'une extrême résilience, c'est ce que je disais en introduction. Et là-dessus, on a peine à être reconnu, enfin reconnu, oui, on l'est, mais avoir des aides supplémentaires, les aides simplement en délai. Parce que quand on se prend sur le coin de la figure, en plein Covid, la REP, donc une augmentation de prix, puis aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on se prend la RO 2020 sur laquelle on a travaillé pendant 2 ans et demi et que finalement elle est totalement différente par rapport à ce qu'on pensait, et donc il faut qu'on retravaille avec le gouvernement, et heureusement avec Emmanuel Vargon, je le répète beaucoup, une RE 2020 qui a été annoncée par Barbara Pompili, mais heureusement retravaillée avec ses services, parce qu'on allait à la catastrophe, et ça devait être le 1er juillet, là, il y a 2 mois. Donc la fédération a réussi à repousser et à mettre beaucoup plus de mixité, justement pour le béton vert, etc. Parce qu'on devait construire bois dans quelques années 100% des logements. On voit très bien qu'au premier aternoiement, on voit très bien que la filière bois est à restructurer. Donc ça, la RE 2020, n'oublions pas la loi climat et résilience, qui nous tombe aussi sur le coin du nez, avec la sobriété foncière, la zéro artificialisation nette. Ce que je dis au gouvernement, stop. Laissez-nous bosser avec ce qu'on a aujourd'hui, ça fait beaucoup. On est encore en pleine période Covid. Malheureusement, le Covid est une maladie longue. Il va falloir nous laisser nous organiser. Toutes ces choses, nous avons un discours vertueux, volontaire, progressiste, mais à un moment donné, il va falloir faire une pause. Vous vous sentez écouté ? Oui, parce que grâce au Covid, je crois que le bâtiment et la Fédération française du bâtiment, en particulier avec mon prédécesseur Jacques et moi, j'étais élu 3 jours après le confinement. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait avec Nicolas. Donc ça n'a pas été, non, ça a été passionnant. C'est pas facile, ça a été passionnant pour sauver le secteur. Oui, on est entendu. Parce que le bâtiment, c'est 1 500 000 salariés. La filière construction, c'est 4 millions d'actifs. Et on compte vraiment sur nous. Donc oui, on est entendu et écouté. Messieurs. C'est clair que la violence
que vous subissez, qu'on subit, elle est insupportable. Hein. En permanence, c'est difficile de répondre et de garder un optimiste et de voir le verre plein. Parce que parfois, il n'y a plus grand-chose dans le verre. Hein. Moi, je suis administrateur, un des administrateurs de l'Association nationale des pays et PETR. On est en contact en permanence, alors, avant avec Emmanuel Vargon, aujourd'hui avec Barbara Pompili, en permanence. On dit, mais il faut à un moment donné qu'il y ait un cap, qu'on s'y tienne, et qu'on puisse avoir une visibilité sur le terme pour pouvoir s'organiser. Parce que le navire, il n'est pas simple. Votre navire n'est pas simple. Le nôtre non plus. Hein. Quand vous voyez ce qui se passe dans les collectivités, les élus qui sont dans la salle le savent. Hein. Sur la GEMAPI, hein, tout à coup, on a une nouvelle compétence qui n'est pas financée. Et il faut qu'on l'assume. Donc on fait quoi? On ferme des crèches, on ferme un théâtre. Donc ça, c'est des sujets auxquels les élus sont confrontés avec ces difficultés permanentes. Maintenant, quelque part, il faut malgré tout, alors il faut faire du lobbying, il faut se battre, il faut continuer à affirmer des points de vue, il faut dire qu'on a besoin de temps pour s'adapter, même si le temps nous est compté, mais malgré tout, il faut desserrer les étaux sur les timings pour que les entreprises puissent mettre en œuvre de nouvelles solutions. Je pense que les entreprises sont prêtes, elles ont compris les enjeux, il faut un peu des délais, donc il faut essayer de se battre pour ça. Pierre-Jacques? Oui, et il est vrai que, on parle de temps, mais aujourd'hui, le cadre change tout le temps pour nous. Donc, jusqu'à aujourd'hui, et tu me couperas si je me trompe, nous avons un compte prorata qui gère la gestion des déchets. C'est-à-dire c'est un compte inter-entreprise. Toutes les entreprises sont responsables des déchets qu'elles produisent sur le chantier. Demain, avec cette nouvelle REP, ne serait-il pas intéressant pour nous, peut-être, de créer ce fameux lot zéro dont beaucoup de monde parle? Alors, pardon, c'est quoi le lot zéro? Ce serait un lot donc, à part, dans lequel on mettrait les bennes de chantier, on pourrait mettre tout ce qui est lié, en fin de compte, à la vie commune de l'ensemble des entreprises sur un chantier. Tu veux parler de la chimère? Non, il veut parler du lot santé, sécurité, gardiennage. Voilà. Ça existe déjà? Non. Alors, si vous voulez, c'est vrai que c'est en débat depuis des décennies dans le bâtiment. Ce compte spécifique qui gérait la sécurité, justement le traitement des déchets, donc la prévention, mais aussi le gardiennage, etc., du premier jour du chantier au dernier jour du chantier. On sait tout ce qui est positif et négatif. Et je vais vous faire une confidence. Moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans, j'étais encore président de la commission sociale. Et je me suis fait allumer par le président des maçons, qui est aujourd'hui dans mon équipe, faut vous dire, et qui a dit, oui, il paraît qu'en Nouvelle-Aquitaine, le président régional a mis en place ce fameux lot. Voilà. Et donc, ça va être obligatoire, etc., etc. Et là, je lui ai dit, mais un peu comme madame tout à l'heure avec son entreprise sur les balles de coton, j'allais dire, de riz. Balles de riz. Attention, expérimentons les choses. Ne nous laissons pas imposer des matériaux comme on peut le faire aujourd'hui. On a toujours à agir à la Fédération du bâtiment. Expérimentons toutes ces choses nouvelles, en tout cas, qui se passent, benchmarkons un peu ce qui se passe dans les pays d'à côté, et on va voir combien ça coûte, on va voir comment c'est organisé, etc., etc. Et là-dessus, on a fait de très belles expérimentations sur des tout petits chantiers, plus gros, et donc nous avons créé un livre blanc avec les avantages et les inconvénients. Maintenant, ça a été amené au débat, et je dirais que, pareil, le Covid a tout accéléré. Tout le monde a sa propre conviction sur ce fameux lot, mais en tout cas, on a vu que sur le Covid, on avait besoin de beaucoup plus de présence, de prévention sur le sanitaire, le nettoyage des locaux, le nettoyage de la restauration pour nos gars, donner enfin des toilettes dignes de ce nom. Donc tout ce qui était sanitaire, je peux vous dire que nos gars sur les chantiers ont applaudi des 2 mains, et on a dit, et demain, comment va-t-on faire ? Est-ce qu'on va retomber dans une majorité? Moi, je suis sur les chantiers très souvent, un peu moins depuis quelques mois, mais toujours beaucoup. Effectivement, sur certains chantiers, c'était un petit peu limite l'accueil. Hein. On fait la promotion des métiers du bâtiment. Quand on accueille des plus jeunes qui voient ce qui se passe pour manger à midi ou pour aller aux toilettes, quand on accueille de plus en plus de femmes dans le bâtiment et qu'il n'y a pas des toilettes différenciées, que c'est dégueulasse, il faut le dire, etc., etc. Donc voilà. Que quelquefois des chantiers sont en insécurité, que des chantiers ne sont pas gardés ou maintenus en état, ben oui, je crois qu'il faut aujourd'hui se poser la question. Le sujet n'est plus tabou.
je vous l'ai dit, même avec le président des maçons de la FFB, le sujet n'est plus tabou. On a tous nos idées, mais je pense qu'il va falloir évoluer sur ce thème. On n'est pas tous d'accord là-dessus, mais en tant que président de la fédération, je me dois de proposer des expérimentations afin de ne pas se le laisser imposer, parce que je vous l'annonce, il y a des offices HLM en région Grand Sud-Ouest qui commencent à imposer ce lot, donc à nous de réagir aussi. Olivier, je vous vois trépigner. Non, pas à ce point-là. Mais je voudrais déjà, avant de parler du lot zéro, très rapidement rappeler les contraintes législatives qu'on va avoir. Bon, on parlait des 7 bennes. En fait, les 7 bennes, on était sur le 5 flux, on parle des 7 bennes, en fait, il y en aura 9. Je vous rappelle en quelques mots, oui, mais bon, ça va s'arrêter là, on va faire le décompte ensemble. Donc, ce que prévoit le texte, il prévoit qu'il y ait une benne pour l'inerte, une benne pour le métal, enfin les métaux, une benne pour le plâtre, une benne pour le verre plat, bonne chance pour le trier sur le chantier, en termes de sécurité, une benne pour les polymères, donc les plastiques durs, une benne pour les isolants, et puis bien sûr, comme il y en a 7 et que j'en suis assis, j'en ai oublié une, donc le bois, bien sûr, une benne pour le bois. Mais qu'est-ce qui manque là-dedans? J'ai pas entendu parler des déchets dangereux, et puis il manque aussi ce qu'on ne va pas pouvoir trier, parce que je vous rappelle que tout n'est pas valorisable à 100%, tout n'est pas encore éco-conçu, et donc il va falloir cette fameuse benne de mélange. Bon. Donc, j'ai bien compté, je suis à 9. Voilà. Donc c'est pour ça que déjà, on va arrêter de dire benne, on va dire contenant, parce que, comme vous dites, Président, il ne va pas y avoir possibilité de mettre 9 bennes de 30 mètres cubes sur un chantier en centre-ville. Donc ça va être la première contrainte. Et la deuxième contrainte que j'ai commencé à aborder tout à l'heure, c'est la qualité du tri, où il va falloir trouver des solutions ensemble, et ça fera partie d'un de mes appels. Quand je dis ensemble, c'est côté gestionnaire de déchets et côté producteur de déchets, vous, entreprise du bâtiment, pour trouver des solutions pour que ce tri soit effectif et ne soit plus que dans l'espoir et haranguer les personnels pour qu'ils arrivent à trier, mais vraiment qu'on arrive à un résultat. Bon. Donc ça va être les deux grandes contraintes. Le constat de ça, pour moi, c'est qu'on va, alors je le dis sereinement, mais quand même vers une révolution. Il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, ça va être une prise de conscience nécessaire, ça ne va pas être une adaptation. Il faut que ça soit une révolution. Et pour que cette révolution, effectivement, ne soit pas anarchique, mais concertée, il va falloir travailler très fortement ensemble, producteurs et gestionnaires de déchets, pour trouver des solutions ensemble. Le lot zéro, je l'appelle la chimère parce qu'effectivement j'en entends parler depuis des années. Aujourd'hui, vous avez un autre acteur, effectivement, qui est le maître d'ouvrage, qui, lui, qu'est-ce qu'il va retenir de la réglementation? Mais les déchets vont être gratuits. Donc le lot zéro, où avant il amenait déjà 1,5%, 2 quand vous aviez un bon maître d'ouvrage, 2,5 quand c'était Pâques, pour financer le prorata, aujourd'hui il va vous dire c'est 0 ou 0,5, puisque le coût des déchets c'est 0. Et donc il y a un vrai enjeu. Et donc là, du coup, on se retrouve avec la mort du lot zéro qui incorporait les déchets. Donc oui, effectivement, sûrement un nouveau lot qui va intégrer la sécurité, l'environnement du chantier, mais le traitement des déchets, c'est un vrai sujet en tant que tel, une vraie révolution, et où j'appelle effectivement la FFB et tous les acteurs du déchet à travailler ensemble pour qu'on trouve ensemble des solutions à proposer au ministère. Tout petit. Les éco-organismes sont faits aussi pour ça, pour organiser ce traitement des déchets. Donc le stockage, la surveillance et aussi, je l'ai déjà dit, la rotation. Sur certains chantiers de centre-ville, en plein centre-ville, eh bien, il y aura peut-être des rotations 1 fois par jour, 2 fois par jour. Et ça, il faut qu'on y vienne. Dans d'autres pays le font, donc pourquoi pas nous? C'est juste, nous allons être aidés beaucoup avec l'innovation. Il y a les lois, évidemment, sur la vidéosurveillance, mais il y aura aussi des capteurs qui seront capables, dès que quelqu'un aura jeté un pot de peinture au milieu du bois ou d'acier, dire alerter en disant « attention, il y a un problème ». Et ça, aujourd'hui, on y est quasiment. Je ne dis pas qu'il y aura une caméra avec un gardien qui va regarder pour sanctionner, mais les sanctions, il faudra qu'il y en ait, parce qu'évidemment, tout le monde ne sera pas vertueux. Là-dessus, il faut compter avec l'aide technologique et l'intelligence artificielle dans laquelle on est plongé à fond à la FFB. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voulais vous confirmer que le premier réflexe des éco-organismes, quand les projets de texte sont sortis, c'est de dire la collecte, on ne l'intègre pas.
Donc ça démontre quand même qu'ils veulent aller là où ça les intéresse. Et ce qui est un petit peu difficile, ils le mettent hors REP. Bon. Ce qui veut dire aussi, voilà, c'est essayer de regarder dans la même direction en parlant le même langage. On parlait des collectivités aussi, comment elles peuvent aider les entreprises. Pierre Leroy, je crois, depuis 4 ans, vous travaillez sur justement une déchetterie pro à Briançon qui doit ouvrir ou qui est ouverte, je ne sais pas là. En septembre ? Alors en effet, tout à l'heure je disais anticiper pour ne pas subir. Ça fait longtemps qu'on s'interroge sur ce sujet parce qu'on savait que de toute façon ça allait venir sur la table. Donc les collectivités, elles sont responsables des ordures ménagères et pas des déchets des entreprises. Donc ça ne veut pas dire que pour autant elles n'ont pas une responsabilité d'accompagnement. Et ça, nous, il y a 5 ans, on s'est dit il faut absolument qu'on essaie d'avancer sur ce sujet. On est assez proche du monde de l'entreprise. Donc déjà, l'organisation de nos déchetteries a été faite de telle sorte que le prix de dépôt des déchets de chantier dans les déchetteries soit suffisamment élevé pour que le jour où il y a une déchetterie pro qui démarre, la bascule puisse se faire le plus facilement possible. Donc ça, c'était la première chose, qui n'a pas été simple à mettre en œuvre. Et ensuite, on a travaillé avec le monde de l'entreprise. Et puis nous, en tant qu'élus, on est allé, c'est beaucoup notre métier, d'aller chercher des subventions. Donc là, en l'occurrence, sur la déchetterie pro qui doit se mettre d'ici la fin de l'année en route sur ma commune à Puy-Saint-André, donc à Pont-la-Lame, plus exactement, au milieu des entreprises de la zone d'activité de Pont-la-Lame. Et donc là, on a trouvé 250 000 € de subventions pour pouvoir créer cette déchetterie pro. Ça fait 2 ans et demi que les entreprises concernées sont sur le chantier, c'est le cas de le dire. Elles ont beaucoup de mal à sortir le projet parce que c'est pas si simple. Mais pour autant, elles vont y arriver. Et puis derrière, nous, on pousse parce qu'on a fait notre part du boulot. Elles sont en train de faire leur part. On m'a garanti encore il y a 3 semaines qu'avant la fin de l'année, la déchetterie pro serait ouverte. Préalablement, vous le savez, on avait aidé à créer, on avait soutenu la création. Là, pour le coup, on est dans l'entreprise d'économie sociale et solidaire. Il y a eu la ressourcerie de la Miraille. Dans la foulée, il y a eu aussi la matériothèque à l'Argentière. C'est la première, je crois, de la région PACA. Donc, je vous invite aussi à aller voir la matériothèque parce que c'est pour les entreprises. Il y a des entreprises qui utilisent cette matériothèque tous les jours, là, aujourd'hui. Donc, les collectivités sont sur le chantier. Les autres collectivités du département s'en préoccupent. Je pense que ce travail ensemble est indispensable. Mais on voit que là, en l'occurrence, la collectivité a fait cet effort. On a trouvé 250 000 € de subventions. La mise en œuvre n'est pas toujours simple. Mais je suis persuadé qu'à la fin de l'année, elle sera opérationnelle. 10 secondes. C'est pour ça que tout à l'heure, la FFB veut être présente dans ces éco-organismes, qui n'est pas forcément juridiquement possible, mais nous forçons là-dessus, justement pour voir ce contrôle, cet œil. Et deuxièmement, des initiatives excellentes. Ce qu'on a vu sur les chantiers de Pierre-Jacques, il ne faut pas oublier les artisans. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, eux aussi vont devoir collecter, trier, ils le font déjà très bien. Et grâce à des initiatives comme ça va favoriser le traitement réel des déchets. De toute façon, Pierre-Leroy, vous le disiez, effectivement, on le constate tous, on n'a plus le choix, il faut avancer. 50 millions de tonnes de déchets par an, c'est 30 millions de déchets inertes, 20 millions de déchets de seconde œuvre. Donc, il faut évidemment réduire ces chiffres. Vous le disiez, en triant, en recyclant, en valorisant. Eh bien, justement, nous sommes allés à la déchetterie du Bénon pour un exemple inspirant. On regarde. Les chantiers du BTP génèrent un certain nombre de déchets, parmi lesquels les déchets inertes. Ce sont les bétons, les tuiles, les céramiques, les briques, ainsi que les terres, les pierres, les roches issues des chantiers de terrassement. Nous avons la possibilité de recycler les déchets inertes que nous réceptionnons au moyen d'un atelier de concassage mobile. Lorsque des déchets inertes doivent être évacués d'un chantier, eh bien, les bonnes pratiques veulent que l'on hiérarchise les différents modes de traitement. Le premier mode de traitement, c'est le recyclage. Le recyclage permet notamment au gravat, ces déchets inertes qui ont du corps, d'être recyclés sous forme notamment de graves routières. Le deuxième mode de traitement concerne le remblayage. Le remblayage notamment dans les carrières. Ce sont plutôt des déchets inertes terreux. On les valorise dans le cadre des opérations de remise en état de nos carrières. Lorsque ces déchets inertes ne sont ni recyclables, ni valorisables sous forme de remblaiement, le mode de traitement final concerne un stockage définitif sur des installations de stockage de déchets inertes. Nous sommes sur la carrière de Pré-Roubert, sur la commune de la Roche-des-Arnaud, où nous exploitons les alluvions anciennes du Petit Buèche. Dans le cadre des opérations de remise en état de la carrière, nous valorisons des terres issues de terrassement, de chantiers, de travaux publics.
Pour cela, nous recréons des espaces agricoles, mais aussi des espaces naturels sur lesquels je me trouve aujourd'hui, dans lesquels nous semons des prairies à fétucovine que nous remettons ensuite au pâturage via des conventions avec des agriculteurs locaux. Le respect des différents modes de traitement permet 1. De cadrer avec les objectifs de recyclage issus des lois Grenelle et reprises dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets. 2. Pour nous carriers, d'économiser nos gisements de carrière qui nous permettent de favoriser nos gisements pour des usages nobles que sont les couches de roulement de chaussée et la fabrication des bétons prêts à l'emploi. Et 3. De lutter contre les dépôts et les décharges sauvages qui sont des sources de pollution pour l'environnement et nos paysages. Bel exemple. Oui. La main de l'homme abîme, là elle répare. Pierre-Jacques. Oui, effectivement, c'est vrai que cet exemple illustrait vraiment très bien le souci qu'ont nos entreprises ici de s'adapter à leur environnement. Je pense que nous n'avons pas attendu une loi, un décret, une REP pour préserver nos territoires. Donc, comme vous l'avez très bien dit, M. Pierre Leroy, à nous aujourd'hui de trouver ensemble les solutions pour réduire les quantités de déchets que nous allons produire demain. Et on va conclure avec vous, messieurs. Oui, c'est vrai. Pierre-Jacques, je pense qu'effectivement, il ne faut pas se tromper d'objectif. Je pense que l'objectif, c'est de faire le minimum de déchets. Et peut-être, là, je lance un petit peu la balle à nos architectes, parce que peut-être que dès la conception, on peut raisonner au niveau de ces déchets. Je pense aussi à la préparation de chantier, peut-être au hors-site, à la préfabrication, en fait diminuer au maximum les interventions sur le chantier. Pour le lot 0, je pense qu'on peut peut-être faire une expérimentation. Donc Jean-Marie, je vais te laisser tranquille pour le département parce que déjà tu as le lean, donc je vais te laisser tranquille. Mais bon, comme les absents ont toujours tort, on va essayer de voir ça avec Arnaud Murgia sur son bâtiment administratif. En plus, c'est une réhabilitation. Donc pour le lot 0. Et puis, comme a dit M. Pierre Leroy, avec cet exemple de déchetterie pro, je pense qu'il faut que les élus, il faut que le BTP, il faut que tout le monde puisse travailler ensemble et pour effectivement faire ces déchetteries pro pour éviter les décharges sauvages et que notre département soit vraiment vertueux. Et on est des Hauts-Alpins, on est fiers de notre département, on est des montagnards, on a le plus beau département de France, excuse-moi Olivier. Voilà. Bon, écoutez, voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci à tous les 5.